Écoutez, messieurs, merci pour votre témoignage. Vous restez avec nous pour entendre ce que vont nous dire nos trois discutants. C'est à ce titre-là qu'ils sont invités à me rejoindre. J'ai nommé alors Isabelle Bonneau-Join, Lucas Chevrier et puis Jean-Baptiste Marie. Merci à tous les trois. Voilà. Alors, la parité n'est toujours pas respectée, mais on y est presque. Voilà. Bon, merci. Alors, je vais vous présenter, bien sûr, c'est tant est que ce soit nécessaire. Vous êtes, votre notice biographique figure dans le document qui a été remis. Mais comment vous êtes invité à ce stade à réagir à ce que vous avez entendu, au témoignage de territoire, et puis par la même occasion à nous dire un peu ce que vos institutions respectives font pour bien œuvrer dans cette lutte contre une artificialisation non maîtrisée. En commençant par vous, Isabelle Bonneau-Join, alors je ne vous dis pas bienvenue puisque vous êtes chez vous ici, vous êtes responsable du pôle entreprise publique locale EPL Banque de Territoire. Et alors vous me disiez dans les réunions de préparation que vous étiez vraiment une militante, d'ailleurs vous l'avez écrit noir sur blanc, de l'économie mixte, et ce depuis 25 ans. Avant de réagir aux propos, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le rôle de cette économie mixte? Qu'est-ce que cette économie mixte a à voir avec les enjeux qui nous réunissent aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation, merci pour cette présentation. Alors pourquoi on va parler d'économie mixte? Parce qu'on a beaucoup parlé de comment les collectivités locales se saisissaient de cette problématique, notamment foncière. Mais pour pouvoir mettre en œuvre des politiques, il y a besoin d'outils, il y a besoin d'opérateurs. Et l'économie mixte est un élément de réponse, ce n'est pas le seul. Mais en tous les cas, c'est un élément de réponse qui est structurant. L'économie mixte, c'est quoi? Ce sont des sociétés privées, mais dont les capitaux sont détenus majoritairement ou totalement par des collectivités locales. Et on est bien là sur des sociétés qui portent dans leur ADN l'intérêt général, l'ancrage local, le développement et l'action dans le long terme. Tout ça avec un management d'entreprise qui permet de l'agilité, de la souplesse, de l'innovation dans les territoires. Et quand on parle de préoccupations sur la sobriété foncière, certainement que cette part d'innovation va être utile, mais aussi d'efficacité économique, parce que aussi la sobriété foncière, ça pose cette question-là. C'est environ 1400 EPL en France. Le deuxième secteur d'activité des EPL, c'est l'aménagement et le développement économique. Donc on voit bien qu'elles vont être particulièrement impliquées dans la mise en œuvre de cette sobriété foncière. C'est 22% des EPL, mais aux côtés de ces EPL d'aménagement, on va retrouver des SAIEM qui sont des organismes de logements sociaux, donc qui produisent, qui construisent et qui gèrent du logement conventionné notamment, pas exclusivement, mais aussi toutes les SEM patrimoniales ou les filiales de SEM patrimoniales qui portent des actifs immobiliers, bureaux, tertiaires, enfin oui, tout ce qui est locaux d'activité, y compris des locaux industriels, mais c'est aussi des opérateurs qui interviennent sur le secteur du tourisme, loisirs, culture, mobilité, transition énergétique. Donc en fait, tout ce qui permet de fabriquer, de construire et d'exploiter aussi les territoires, là où les collectivités font le choix de s'appuyer sur ces outils. Et historiquement, la Caisse des dépôts accompagne la structuration du mouvement de l'économie mixte, depuis la Première Guerre mondiale, j'ai envie de dire, mais aussi la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il s'est agi de structurer des outils d'aménagement qui ont permis de la reconstruction de la France. Et puis, depuis les lois de décentralisation, on a une véritable ambition côté Caisse des dépôts qui s'est amplifiée avec la création de la Banque des territoires pour mieux accompagner les outils de l'économie mixte, parce que ce sont des opérateurs qui sont acteurs dans les territoires et qui accompagnent nos collectivités locales. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils se sont saisis de cette question de l'artificialisation, de l'objectif ZAN?
Oui, et ils n'ont pas attendu. Ouais. C'est-à-dire que la problématique de la sobriété foncière, elle est ancienne. Simplement, la loi climat et résilience, elle vient rajouter une pression, elle vient rajouter un objectif qui accélère. Et ça a été très bien dit tout à l'heure. Mais cette question de comment les aménageurs publics, puisque je vais situer du coup les EPL d'aménagement du côté de l'aménagement public. Alors, ce ne sont pas les seuls à intervenir. Dans l'exemple de Paris-Saclay, tout à l'heure, il y a l'EPA Paris-Saclay qui est un opérateur. Enfin, tous les EPA sont des établissements publics d'aménagement, sont des opérateurs de l'aménagement public. Mais les EPL, de par leur déploiement dans les territoires, sont des opérateurs extrêmement sur lesquels il faut compter. L'exemple de Rennes est aussi assez intéressant. Enfin, la manière dont Rennes intervient en s'appuyant aussi sur les outils d'économie mixte, si on fait le parallèle avec l'intervention tout à l'heure de Jérôme Bastin, et notamment si on prend le programme démonstrateur de la ville durable, 60% des projets qui ont été lauréats retrouvent des EPL actrices. Donc on voit bien que c'est déjà une problématique qui est intégrée et pour lesquelles les EPL sont mobilisés dans leur capacité à innover. Alors, comment me revient à l'esprit ce que le sénateur Blanc a dit ce matin et a écrit dans son rapport, à savoir cette recommandation à renforcer le rôle des établissements publics fonciers, mais il n'évoque pas les EPL. Est-ce que c'est une omission que vous regrettez, ou est-ce qu'il y aurait justement une place à faire dans un rapport actualisé sur la question ? Complètement, parce que il n'y aura pas une réponse unique pour aider, pour trouver des solutions, notamment pour répondre à la pression qui se renforce sur le foncier, et donc la nécessité d'avoir des stratégies foncières, et donc du coup d'avoir des opérateurs pour pouvoir piloter ces stratégies foncières. Donc les établissements publics fonciers, oui, que ce soit des établissements publics fonciers nationaux ou locaux, mais encore, ça veut dire effectivement qu'on s'interroge, et ça a été dit tout à l'heure, sur la manière dont ils interviennent, parce qu'aujourd'hui, ils interviennent dans le cadre de conventions avec des collectivités sur des durées données, et au terme de la convention, on charge à la collectivité de pouvoir racheter le foncier. Donc on n'est pas sur une stratégie long-termiste. Et effectivement, dans les travaux qui sont les nôtres, on pense que les EPL peuvent avoir un rôle à jouer en tant qu'outil des collectivités locales pour aider à structurer des réponses, donc des outils, des filiales anti-spéculatives qui permettraient de faire du portage de long terme par les collectivités locales. Donc ça pose la question des ressources et des moyens du coup qu'on y affecte, donc la structuration de filiales de PL. Et donc ça pose, au-delà de cette réponse spécifique sur la stratégie foncière et les outils, comment on a des opérateurs qui nous permettent d'intervenir, plus globalement, la question de comment on accompagne les EPL d'aménagement, puisque dans la problématique de la sobriété foncière, il y a la problématique du foncier, mais la manière dont comment on intervient. Excusez-moi, le on, c'est la Banque des Territoires. C'est globalement. Je pense qu'on n'a pas le privilège ou la maternité de ces réflexions-là, mais forcément, le fait d'intervenir sur des territoires qui sont déjà bâtis, pour les problématiques les plus urbaines, ça interroge sur les modèles, sur la manière dont on aménage aujourd'hui, et donc sur les modèles économiques de l'aménagement et sur la manière dont on construit la ville. Donc pour ça, ça veut dire que peut-être que ce sera de moins en moins dans le cadre de concessions avec des collectivités locales, peut-être de plus en plus d'opérations propres. C'est des opérations qui vont être plus coûteuses, parce qu'on intervient pour acheter des bâtiments existants avec des problématiques de dépollution. Tout ça va dire que le modèle de financement aussi de l'aménagement public, pas uniquement mon propos, mais en l'occurrence, quand on parle des EPL, je me focalise sur la problématique de l'aménagement public. Ça veut dire que, en tous les cas, c'est des opérateurs qu'il va falloir accompagner dans leurs besoins de fonds propres, c'est-à-dire en haut de bilan, dans leur capacité derrière à pouvoir lever de la dette, mais dans leurs besoins de financement court, moyen et long terme. Donc en fait, toutes ces problématiques de sobriété foncière, ça pose la question de la stratégie, on l'a vu, mais ça pose la question de quels vont être les leviers d'intervention des collectivités locales, et un des éléments de réponse via l'économie, comment on accompagne ces opérateurs à faire face à ces évolutions-là. Deux pistes complémentaires, ça pose la question de l'ingénierie.
l'ingénierie territoriale, et donc comment nous, on peut accompagner Banque des Territoires la réflexion des collectivités locales pour structurer leur stratégie foncière notamment, et du coup les moyens d'action qui vont être les leurs, mais aussi comment on accompagne les EPL dans la mise en œuvre, comment elles s'approprient cette problématique foncière. Et donc, quand on parle d'ingénierie, pour nous, c'est cette capacité à pouvoir cofinancer des études pour les aider à se projeter et mettre en œuvre. Et peut-être aussi s'interroger sur les compétences et l'évolution des compétences que ça implique. Même si cette question de la problématique de la sobriété foncière n'est pas nouvelle, en tous les cas, on voit bien qu'avec la pression qui est mise, cet effet accélérateur, il y a besoin de monter en compétence l'ensemble des acteurs de la ville, et notamment ceux qui sont à la manœuvre. Et notamment, nous, on s'interroge sur comment, effectivement, on pourrait désormais accompagner la montée en compétence des EPL d'aménagement. Très intéressant. Encore deux questions avant de poursuivre le tour de table. Mais à vous entendre, j'ai l'impression que vous répondez finalement au problème soulevé par le sénateur Blanc, j'y reviens, qui nous dit en substance que finalement la loi climat et résilience a pensé à tout, sauf au nerf de la guerre, au levier financier et fiscal. Mais est-ce que je me trompe si je considère qu'à vous entendre, au fond, vous nous dites que ces EPL suppléent au manque pointé par le sénateur? Alors, la convaincue de l'économie mixte que je suis vous dirait bien oui, mais enfin, je pense que c'est pas aussi simple. C'est un élément de réponse si effectivement ces outils-là sont bien accompagnés, c'est-à-dire qu'on leur donne les moyens de faire. Mais de toute façon, ce ne sont que les outils des collectivités locales. Donc il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience, une mobilisation des collectivités locales, la mise en œuvre d'une vraie stratégie, et derrière que les opérateurs soient mobilisés pour mettre en œuvre ces stratégies. Donc c'est bien en cascade, ce ne sont que des outils. Donc on ne peut pas se suppléer à la volonté politique. Mais en tous les cas, je pense qu'elles ont un rôle particulier à jouer, qu'elles jouent déjà dans la construction des territoires, et que forcément l'engagement de sobriété foncière, ça les remet plus encore dans l'actualité, parce qu'elles vont être contributrices et elles vont aider à trouver des solutions. Voilà. Alors, je relève un certain nombre de mots que vous avez utilisés, donc outils, ingénierie, établissement, donc institution. Entreprise, et quid alors pour parler vite, du citoyen. Et en disant ça, j'ai en tête l'interrogation de Maëlys de ce matin, je crois que c'est elle qui formulait cette question, sur comment on organise la concertation autour de ces enjeux-là. Est-ce que vous avez aussi un rôle à jouer de ce point de vue-là? Vous avez raison, c'est une question qui est centrale, qui a d'ailleurs été aussi rapidement évoquée par Jérôme Bastin tout à l'heure, c'est celle de l'acceptabilité sociétale, de comment on construit la ville aujourd'hui et demain. C'est déjà un sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans certains territoires, faire une opération d'aménagement, c'est extrêmement compliqué. Et même quand il y a un portage politique, effectivement, cette discussion citoyenne, elle n'est pas toujours simple. Et en plus, la problématique de la sobriété foncière, ça renvoie à des contradictions qui sont profondes. Construire mieux des logements qui sont peut-être plus grands, plus confortables, mais avec moins d'espace. Construire avec davantage d'équipements publics, peut-être en ville, pour répondre à des besoins quotidiens du citoyen, mais pour autant, on a moins d'espace. Donc, en fait, c'est des vraies interrogations. Et effectivement, ce travail de co-construction avec les citoyens, il est particulièrement d'actualité, mais j'ai envie de dire, les aménageurs publics l'ont déjà intégré. C'est déjà quelque chose qu'ils pratiquent. Et donc, nous, en Banque des Territoires, on n'est pas en première ligne sur ces sujets, mais on est vraiment en appui de l'évolution des pratiques des opérateurs que sont notamment les EPL. Merci pour tout ça. Bien sûr, vous réinterviendrez, ne serait-ce qu'en réponse aux questions de la salle. Poursuivons le tour de table avec vous, Lucas Chevrier, qui intervenait à un double titre avec une casquette c'est mentionné dans le programme, conseiller économie et industrie chargé de recherche à Intercommunalité de France, et puis une casquette de doctorant. On y reviendra. Mais auparavant, un mot, on connaît tous Intercommunalité de France,
mais ça vaut peut-être la peine voilà, de rappeler. Et au passage, de demander aux intervenants précédents si leur collectivité, leur intercommunauté respective sont membres de votre... J'espère. J'espère, voilà, mais on fera un sondage, mais... c'est François Serve, est-ce que votre collectivité, votre interco fait partie d'intercommunalité de France? Attention. Bon, Monsieur Bastin s'est déjà dérobé, donc il ne répondra pas à la question. Alors, en un mot, voilà, rappelez le rôle de cette association. Intercommunalité de France, donc nous représentons les collectivités locales que sont les intercommunalités et non collectivités territoriales. Toutefois, nous sommes donc des représentants nationaux, tout comme l'AMF pour les communes et Région de France pour les régions, départements de France, etc., pour les départements. Nous avons près de 1000 adhérents. Nous fédérons tout type d'intercommunalités, communautés de communes, communautés d'agglomération, métropole, communautés urbaines et établissements publics territoriaux. Je crois que je n'en ai pas oublié. Voilà, et sur le plan politique, nous sommes donc présidés par Sébastien Martin, qui est donc le président du Grand Chalon. Et sur le plan technique, nous sommes environ 25, un peu plus. Nous sommes en croissance. 25, dont 3 dédiés, par exemple, au développement économique. Là, je ferai le lien, j'imagine. Je suis du coup le conseiller économie-industrie de l'association. Je suis en charge du suivi du programme Territoire d'industrie pour le compte des intercommunalités. Et à ce titre, je mène également une thèse sur le programme Territoire d'industrie dans le même laboratoire que le jeune homme qui a posé la question là-bas, pour montrer que la question foncière est au cœur des réflexions universitaires. Donc je suis très content d'être avec lui ici. Voilà, une question. Alors, oui, on en viendra donc au territoire d'industrie, mais auparavant, toujours sur Intercommunalité de France, comment s'est-elle, cette association, saisie de la question de l'artificialisation, de l'objectif ZAN? Et si elle s'en est saisie, ce qu'on espère, pourquoi ne pas s'être positionnée comme l'association des maires de France par rapport au décret? Alors, question piège. Question intéressante. Alors, peut-être je vais commencer par faire un historique, en tout cas, de notre position par rapport au ZAN. Moi, en tout cas, je suis en charge du développement industriel. Pour nous, le développement industriel, on l'a assez perçu comme l'ont évoqué. L'enjeu industriel a un vrai problème qui est la rareté croissante du foncier. Nous l'avons identifié dès 2019. Nous avions fait à l'époque une contribution visant à faciliter la réhabilitation des friches industrielles, qui a donné ensuite du coup le fonds friche. Et du coup, sur cette logique, nous étions toujours dans cet esprit de proposer des outils outillés plutôt que tout de suite essayer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, négocier des trajectoires, une gouvernance, des conférences des SCOT, etc. Certes, il y a un objectif, une ambition qui est la sobriété foncière, mais il y a déjà un gap très important qui est l'outillage des collectivités. Donc plutôt que de s'opposer au décret ZAN ou de s'opposer à telle méthode, etc., nous disions plutôt, voyons déjà l'état du foncier, l'état de l'action publique en la matière. Donc nous avons par exemple récemment, je fais un peu de pub, les 6, 7 et 8 octobre, nous aurons notre convention. Et il y aura justement un débat sur le ZAN, puisqu'il y aura une récision de notre étude sur le ZAN. Et l'idée est justement de voir, on parle de trajectoire, d'objectifs, mais il faut voir quels moyens en fait sont mis en place. Et c'est ce que disait Madame tout à l'heure. Il y a un vrai, en revanche, travail sur l'outillage des collectivités. Moi, je veux bien tout à fait négocier des trajectoires de sobriété foncière idéales. Le problème est que pour adopter ces trajectoires, un certain nombre de, par exemple, communes sont encore au RNU et c'est assez difficile d'identifier l'optimisation foncière lorsqu'on dépend du RNU, qu'on n'a pas de PLU par exemple, qu'on n'a pas de PLUI. Je parle par exemple sur l'optimisation des zones d'activité qu'on parlait tout à l'heure. Comment optimiser une zone d'activité économique quand on n'a pas de schéma des zones d'activité économique? C'est impossible en fait. Donc essayons d'abord de travailler à fond sur ces outils et après on verra sur les positions et les stratégies politiques en fait. Et donc là, je sollicite votre casquette de chercheur. Ce que vous employez à faire dans le cadre de votre travail de thèse, c'est de doter, de parfaire les outils de compréhension du potentiel aux fins d'activités industrielles, c'est ça? Alors, il y a 2 plans.
Attention, sur ma thèse, je peux être très long. Ah oui. Vous la ferez en 3 minutes. En 3 minutes En 180 secondes, pardon. Et en fait, il y a 2 plans dans le territoire d'industrie que j'analyse. Il y a un premier plan qui est, et c'est ce que disait aussi Madame tout à l'heure, dans le cadre de la décentralisation, les collectivités locales s'outillent, ont des compétences renforcées, etc. Ce qui est intéressant, c'est là, on a décentralisé la compétence économie, en particulier auprès des intercommunalités, la gestion des zones d'activité économique et l'aide à l'immobilier d'entreprise. Il s'agit de voir comment, à partir de ces compétences, de ces équivalents temps plein aussi, tous ces animateurs, monsieur parlait tout à l'heure de prendre son bâton de pèlerin et d'aller voir les maires, d'aller voir les entreprises, à partir de cette animation, de ces compétences, comment on mène des politiques industrielles. Ça, c'est un premier levier d'analyse, du coup, qui est vraiment très intéressant à l'heure de la réindustrialisation. On dit comment se recréer une politique industrielle par le bas, en fait, à l'échelle intercommunale. Et un deuxième plan, qui est comment l'État et les collectivités se redéploient. On parle du ZAN. Le ZAN est un outil totalement inédit, puisque en fait, jamais auparavant, on aurait imaginé dans les années 60, l'État faire une loi ZAN qui force aux collectivités locales à limiter leur consommation foncière, tout simplement parce que les collectivités locales n'avaient absolument pas toutes ces compétences, en fait. Et du coup, il y a tout un outillage, une programmation des contrats, des programmes territoire d'industrie, petite ville de demain. La BDT, elle aussi, déploie son offre de service. On voit une réorganisation de l'État. Et du coup, voilà, la deuxième partie de la thèse, c'est surtout ça. La réorganisation de l'État à l'heure de la réindustrialisation et de la décentralisation. Voilà. Et avec des conséquences, j'imagine aussi des conséquences pour les intercommunalités elles-mêmes, leur fonctionnement, leur organisation. Oui. Comment dire ça ? En fait, la décentralisation, typiquement, c'est ce qu'on disait, a donné des compétences en matière d'aménagement économique. Donc, elles se sont peu à peu blindées, peu à peu, puisque, là, j'ai noté 22% des communautés de communes ont un équivalent temps plein ou moins sur le développement économique. Donc, c'est très progressif comme mouvement. Il y a quelques années, c'était encore moins, donc on progresse. On mène aussi une étude quinquennale qui sera présente lors de la Convention sur l'action économique, et les chiffres montrent ça. À l'inverse, 62% des intercommunalités ont entre 1 et 5 équivalents temps plein. Il y a 5 ans, c'était 30%. Donc en 5 ans, on a pris plus. Voilà, on a évolué. Mais forcément, en parallèle de ce renforcement, il y a des responsabilités croissantes. À l'heure actuelle, on parle du ZAN, la sobriété foncière. Donc voilà, moi je vois dans plus d'intercommunalités embauche des chargés de mission foncier à temps plein, uniquement dédié à cette question. Or, dans le cadre de territoire d'industrie, on a aussi des chefs d'entreprise qui disent « je veux recruter sur mon territoire, c'est impossible ». Ça renvoie, entre parenthèses, à la problématique de la qualification professionnelle, à la montée de nouveaux métiers que vous évoquiez et que vous encouragez. C'est ça. Et du coup, on a une démultiplication des compétences ou des besoins de développement locaux, donc foncier, formation, compétences, écologie industrielle territoriale, etc. C'est pas forcément du ressort de l'interco, mais elle aide à catalyser les solutions un peu, les rassembler et les mettre dans une même direction, quoi. Et voilà. Mais vous êtes concis, donc c'est bon, c'est parfait. Mais d'ailleurs, une autre question avant de poursuivre le tour de table avec Jean-Baptiste Marie. Quand même un mot donc sur les 3 territoires qui ont témoigné tout à l'heure et qui sont extrêmement différents du point de vue de leur configuration, morphologie et activité plus ou moins industrielle. Je vous demande de réagir pour ne serait-ce que rappeler que finalement les territoires, la démarche territoire-industrie peut les concerner tous les 3, au sens où l'industrie s'entend au sens très, très générique et ne recouvre pas simplement l'activité industrielle au sens ordinaire du terme, incarnée par des usines et des manufactures. Je repose la question que j'avais soulevée ce matin. C'est-à-dire, votre approche de l'industrie est beaucoup plus générique et peut donc concerner des territoires à dominante agricole, vinicole ou autre.
Ce qui est intéressant, c'est en analysant par exemple les fiches actions territoire industrie, il y en a 2300, donc l'activité est vraiment sympathique. On voit que c'est vrai que les mêmes questions se posent sur des territoires qui sont vraiment très différents. Je vais prendre un exemple. L'immobilier d'entreprise, l'immobilier industriel, on parle justement de foncier économique. Le Grand Orly Seine-Bièvre avait fait remonter 10 fiches actions territoire d'industrie, uniquement sur cette question presque. Un peu moins, je pense. Mais à peu près. Bon, il y en avait beaucoup, quoi. Puisque, pourquoi Grand Orly Seine-Bièvre? On est proche quand même de l'aéroport d'Orly, donc on a un peu tout un hinterland un peu productif dédié à l'assemblage de matières importées. On a aussi, par exemple, je ne parlerai pas trop à leur place, mais on a par exemple d'importantes usines. On a l'usine de moteurs de Renault F1, par exemple, si vous suivez la F1. Donc c'est un territoire très productif, mais qui se pose des questions importantes sur comment densifier le foncier productif, parce qu'ils n'en ont plus en fait. Et donc il y avait par exemple une fiche action qui était embaucher un cabinet d'architectes pour voir comment faire monter les usines en étage. C'est la question qu'on posait tout à l'heure. Les boîtes à chaussures dans les ZAE, il faut pouvoir les faire monter. Cette question, elle se pose de façon très pressante dans le Grand Orly, puisqu'on est en petite couronne. Mais c'est la même question au final pour Dracénie. Faut absolument densifier les ZAE, puisque si on n'arrive pas à les densifier, au final, on ne pourra plus accueillir d'entreprises. À l'époque, il y a une trentaine d'années, j'étais pas encore né. Je pense qu'on pouvait raser le petit bout de forêt. Il y avait moyen, c'était possible. Bon, maintenant, ce n'est plus du tout possible. Depuis la loi ERC, éviter, réduire, compenser, mais depuis là, la loi climat résilience, c'est impossible. Donc voilà, les questions se posent, pas forcément de la même manière, mais avec les mêmes obligations. Et c'est là qu'il est intéressant d'avoir un échange en fait au niveau national là-dessus. Du coup, merci pour l'invitation, j'en profite. Je vois que François Serre va opiner du chef par rapport à ce que vous disiez concernant son territoire. Poursuivons donc. Merci beaucoup, Luc Chevrier, pour quelqu'un qui poursuit sa thèse. Vous maîtrisez bien votre sujet. En tout cas, vous le partagez avec passion. C'est parfait. Poursuivons avec vous, Jean-Baptiste Marie. Allez, avec toi, je m'autorise le tutoiement. Nous avons participé récemment au montage d'un colloque de Cerisy sur le loger mobile, je ferme la parenthèse, et c'est au titre de directeur général du programme Europe des projets architecturaux urbains, EPO, que tu interviens. Tu es également directeur du PUCA, dont on a eu une présentation ce matin par la voix d'Hélène Pesquine. Alors, on connaît le PUCA, on connaît peut-être un peu moins le PO, le PAU. Est-ce que tu peux en rappeler la vocation? Et par la même occasion, la manière dont il s'est saisi de la question de l'artificialisation. Oui, alors je vais essayer de clarifier le PUCA et l'EPO qui sont en fait la petite sœur, le petit frère, l'un et l'autre. Donc ma présidente est Hélène Pesquine, donc la secrétaire permanente du plan urbanisme, construction, architecture, et j'ai le plaisir donc d'animer et de diriger donc un établissement, organisme de recherche et d'expérimentation sous tutelle du ministère de la Transition écologique, cohésion des territoires et ministère de la Culture, Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et dans le cadre de cet établissement, on pilote donc un certain nombre de programmes qui sont par conséquent la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, Europan, engagé pour la qualité du logement. Tous ces noms, s'ils ne vous parlent pas, ils ont tous un point commun qui est de travailler sur la question de la recherche et de l'expérimentation en architecture. C'est deux modalités de travail, c'est-à-dire de pouvoir avoir une recherche qui n'est pas celle dans les laboratoires classiques d'université, mais une recherche qui s'installe finalement sur le terrain et qui va utiliser les outils qui sont ceux de l'arpentage, d'une observation participative, d'une co-construction. On a le plaisir notamment d'animer le programme POPSU Territoire avec la Banque des Territoires depuis longue date, avec aussi tout un dispositif d'outils à disposition des élus et des collectivités.
Et puis, par ailleurs, on a le plaisir de mettre en place des outils d'expérimentation, cette fois-ci davantage en ingénierie, et donc de pouvoir piloter des projets de réalisation, d'opérations. Pour prendre simplement un exemple, on est aujourd'hui en train de mettre 97 projets sur pied en France de logements concernant demain, qui vont sur des questions d'intergénérationnel ou, par exemple, transition écologique, qui sont deux sujets majeurs de cette AMI engagée pour la qualité du logement de demain. Revenons aux 3 territoires dont on a eu un témoignage. Par-delà leur particularité, ils ont un point commun, comme d'ailleurs tous les autres territoires dont il a été question depuis ce matin, c'est qu'ils sont marqués du sceau, non plus tant seulement de l'urbanisation, mais de la périurbanisation. Et ce matin, ça a été l'occasion d'ailleurs de se demander si au fond la périurbanisation n'avait pas, à l'intérieur même de l'histoire de l'urbanisation, modifié les termes de la réflexion et du débat sur l'artificialisation. Et ça tombe bien parce que c'est ce sur quoi tu voulais revenir, en rendant un peu justice à ces territoires périurbains qu'on accuse de tous les maux. C'est peut-être vrai, mais ça n'est pas que ça. Oui, c'est surtout 3 malentendus que je voudrais essayer de dissiper à l'occasion de notre échange. Le premier malentendu, c'est de se dire que le périurbain sera un espace sans qualité et consommateur de la question du sol. Bon, c'est bien sûr le négatif peut-être de l'urbain. C'est une situation hybride entre le centre-ville, de la ville dense et parfois des territoires moins denses qui seraient les territoires ruraux. Le périurbain, c'est déjà les périurbains. Je crois que c'est important de le rappeler. C'est extrêmement complexe aujourd'hui à définir. La communauté scientifique, d'ailleurs, l'examine souvent très différemment entre le périurbain très directement lié à la ville constituée, et donc, dans ce cas-là, avec un périurbain qui est souvent d'une ville très proche d'une ville constituée extrêmement dense, même parfois, le grand périurbain, et puis la question des campagnes urbaines, ces zones d'interstice, espaces d'interstice aux marges et aux franges. Donc on voit bien que les périurbains correspondent à des réalités spatiales et notamment de consommation de la question du sol extrêmement divers d'un territoire à l'autre, ce qui conduit aussi à une définition relativement floue de son périmètre, avec aussi des questions en matière de rapport aux mobilités quotidiennes qui vont être extrêmement différentes d'un territoire à l'autre, domicile, travail, dans ce contexte-là. J'y reviendrai, une utopie aussi qui est, enfin une utopie en tout cas, une image d'Épinal qui a été celui de se dire qu'il correspondait à une seule et unique forme urbaine, je vais revenir dessus, qui serait la question du pavillon et de la standardisation de l'architecture dans ces territoires périurbains. Je vais vous en démontrer en tout cas que je pense que ce n'est pas tout à fait la réalité. Donc il y a un discours anti-esthétique, un discours anti-économique, un discours anti-écologique qui est souvent défendu, et pourtant ça rassemble 30% des ménages français dans ce contexte-là. Alors cette position, certes périphérique, elle doit aussi être comprise différemment parce que en réalité, ces territoires sont souvent beaucoup plus mixtes qu'ils ne l'appellent. Les fonctions notamment industrielles et les fonctions économiques sont très souvent portées dans les territoires périurbains, et ça mérite d'être réexaminé. Aussi, on évoque souvent le périurbain comme des espaces monofonctionnels. Quand on voit cette définition et l'installation qui est posée, on est vraiment sur une pluralité des formes programmatiques, souvent beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Ça, c'est pour le premier malentendu. Le deuxième malentendu qui est à développer, c'est que le pavillonnaire, ce serait donc l'équivalent de la France moche, ce que j'évoquais à l'instant. C'est-à-dire, alors vous vous souvenez tous de cette phrase de Télérama en 2010, le pavillonnaire est mort, vive le pavillonnaire. Ça avait fait couler beaucoup d'encre à ce moment-là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le pavillonnaire et surtout les territoires périurbains correspondent à une diversité de formes urbaines, d'accord ? J'en cite 2 pour reprendre des éléments dans l'histoire. Ebenezer Ward, 1898, on est vraiment sur une cité-jardin avec des formes très spécifiques associées à la cité-jardin, prouvant qu'il peut y avoir de la qualité aussi architecturale. Ou quand on va à la butte rouge de Châtenay-Malabry, on est en 1929 avec Paul Sirvin, et dans ce cas-là aussi, on voit beaucoup de qualité architecturale qui peut être développé. Et puis, comme l'explique très justement la sociologue géographe Marie-Christine Jaillet, le pavillon et les maisons individuelles, ce sont des termes très génériques qui
démontrent en réalité de réalités spatiales extrêmement différentes. Il y en a certains où on peut faire le tour de sa maison, pour d'autres c'est des maisons mitoyennes, pour d'autres encore c'est du logement en bande. La question des venelles par exemple dans les espaces de lotissement sont à apprécier, les espaces verts et les aires par exemple de playground sont également à intégrer. Il n'y a pas uniquement une standardisation unique de ces territoires périurbains. Et puis troisième et dernier malentendu associé au périurbain, c'est que le périurbain serait soi-disant un espace qui ne répondrait pas à la transition écologique. Là aussi, je pense que ça mérite d'être réexaminé à nouveau frais parce que l'idée de dire le périurbain est un contre-modèle de la ville durable, c'est oui sur peut-être parfois la question de la mobilité, des enjeux énergétiques qui sont posés. Et en même temps, ils répondent aussi à le phénomène, par exemple, d'îlots de chaleur urbains qui va tendre à des atténuations et à réduire les pics de chaleur urbains au-delà de la loi ZAN qu'on évoquait tout à l'heure et l'objectif ZAN qui était débattu. Mais on voit bien que si on regarde sur un plan de la physique et sur le plan de la climatologie urbaine, toute l'importance de régulateurs que jouent ces territoires périurbains. Alors, je ne m'attendais pas, je ne sais pas si c'est le cas de la salle, à cette défense et illustration du périurbain. Le périurbain a son avocat, n'empêche, il me semble que des chiffres dont on a discuté depuis ce matin ressort l'idée que de tous les territoires, ce sont précisément les territoires périurbains qui sont les plus soumis à la tentation de l'artificialisation pour répondre à la pression démographique, aux besoins d'accueillir de nouveaux habitants, etc. Alors, sur ce, voilà, défense et illustration, mais jusqu'où, compte tenu du rapport entre périurbain et artificialisation? Il ne faut pas faire un plaidoyer pro-domo pour, bien évidemment, le périurbain. Tout propos mérite, pour le coup, équilibre dans ce contexte-là. La ville dense et la ville constituée ont sens. Ce qui est important, c'est d'avoir des notions de rééquilibrage. Il s'agit, à mon avis, de ne pas opposer en réalité les territoires, plutôt de faire vivre aussi leur solidarité les uns avec les autres. Je pense qu'il est important aujourd'hui, comme on le sait, la délimitation entre l'urbain et rural, par exemple, n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, notamment face au développement de la méga périurbanisation. Il est important aussi de pouvoir regarder. Ce que j'appelle plutôt dans le discours à présent, c'est regarder les choses avec mesure. En tout cas, c'est ce qu'on comprend à travers les exercices de recherche qu'on développe et les programmes de recherche qu'on a pu mettre en place, c'est-à-dire de comprendre ces espaces avec leur qualité aussi qu'ils peuvent présenter, de qualité de vie, de qualité de vue qu'ils peuvent proposer, d'usage et de pratique. Et je crois qu'il n'est pas en train le discours que je tiens n'est pas celui de dire il faut à tout prix tenir des formes d'urbanisation spécifiques. C'est pointons les qualités là où elles se trouvent. Ça serait intéressant d'entendre Isabelle Bonon-Aujoin nous dire comment justement elle réagit à travers elle, les EPL, notamment les établissements d'aménagement, sur cette vision du périurbain. Mais auparavant, je souhaitais poursuivre l'échange avec Jean-Baptiste pour introduire une réalité dont on a finalement peu parlé alors qu'elle nous occupe et préoccupe depuis plus de 2 ans. Je veux parler de la crise sanitaire qui a été associée à l'idée d'un exode urbain qui peut expliquer la pression supplémentaire subie par des territoires pour les pousser à artificialiser et répondre aux besoins de logements supplémentaires. Qu'en est-il? Je te pose la question parce que je sais que vous avez, au sein du PUCA, mené des études justement sur l'impact de la crise de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a encore des malentendus à dissiper? Oui, je pense que là encore, il faut regarder les choses avec justesse sur ce point. Est-ce qu'il y a un exode urbain? On a beaucoup vu cette question se poindre et je crois qu'elle est très liée à l'activité économique, logement et gestion durable des sols. C'est vraiment une question cardinale en fait qui est posée dedans. La réponse, quand vous la regardez à travers
d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue qualitatif, puisque ce sont les deux études que nous avons pu mener avec Meilleurs Agents, La Poste, un certain nombre d'acteurs du monde industriel et trois équipes de recherche qui ont été mandatées dans ce contexte-là. C'est de dire qu'il n'y a pas un exode massif, c'est plutôt des petits flux. Par contre, il y a des grands effets médiatiques qui sont à constater et analyser. Premier élément, c'est que quand il y a des flux, ça a plutôt été au profit, bien sûr, des espaces périurbains. Je crois que c'est important de l'expliciter et de le montrer, c'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène de desserrement urbain très marqué, notamment des grandes métropoles, au profit de leur couronne, et notamment des couronnes les plus éloignées dans ce contexte-là. Donc on peut dire qu'on a un phénomène lié à la Covid-19 de méga périurbanisation qui se développe. Et là, c'est une question, pour le coup, à adresser à nos échanges de la journée, parce que, bien évidemment, il y a une question derrière ça de consommation des terres qui est posée. Le deuxième, c'est que dire que les espaces ruraux ont été des espaces attractifs et que mais que ce solde migratoire positif qui était lié aux territoires ruraux vient compléter un phénomène qui est déjà existant depuis les années 70 et qui, en tout cas, qui a été largement documenté dans ce contexte-là. Et puis, troisième élément, c'est que c'est au bénéfice et au profit de petites villes et de moyennes villes, moins de 50 000 habitants, on l'a vu, qui tendent à se renforcer après la crise. Alors, c'est pas partout. C'est d'abord et avant tout, globalement, quand on regarde les flux, la Bretagne, la Côte-Aquitaine, avec un impact très particulier sur, par exemple, la Côte Basque. Donc ça, c'est les trois territoires peut-être d'accueil. Donc la méga périurbanisation, effet de masse dans le contexte, et donc les espaces périurbains qui sont à réinterroger au regard de ces malentendus aussi, et de cette tension aussi de se dire, qu'est-ce que ça signifie et l'inquiétude que ça peut apporter. Deuxièmement, le renforcement sur les petites et moyennes villes, notamment des littoraux, et puis la question des espaces ruraux. Sur la question de qui, dans ce contexte-là, opère des déménagements. Alors, on a des profils très différents. On a les cadres sup qui vont faire de la bi-tri-résidentialité. On a vu ça, et c'est un phénomène aussi intéressant dans le cadre de la Covid-19, notamment dans le cadre des territoires ruraux, avec l'idée aussi d'acquisition de territoires, d'habitation avec des territoires et des maisons refuges. Ce sont des professions intermédiaires qui allient télétravail et qui profitent de la vie dans des territoires peu denses. Et puis, ce sont des jeunes diplômés avec un projet de reconversion, notamment professionnelle, qui s'engagent. Attention néanmoins, le télétravail, on le sait, c'est entre 20 et 30% de la population. Donc, c'est qu'une marge très restreinte, en réalité, de la population. À souligner aussi que dans ces mutations et dans ces personnes qui navettes qui bougent associées à ces territoires, ce sont aussi les pré-retraités, avec un projet de villégiature dans des territoires ruraux et qui recherchent en même temps des aménités en matière d'équipements sanitaires et d'équipements médicaux. Et puis une précarité qui est plus ou moins choisie pour certains autres, c'est-à-dire d'acteurs qui sont en quête finalement de modes de vie alternatifs. Ça aussi, c'est un phénomène qui est venu s'accentuer à l'occasion de la crise de la Covid-19. Donc, pour résumer en synthèse, sur la question de l'exode urbain, c'est pas de déferlement massif de la population urbaine dans les campagnes, donc pas d'effet miroir de l'exode rural que l'on a connu. Je crois que c'est important de le souligner, de l'expliciter. Décorréler le fait que l'achat d'un bien et l'installation pérenne pour comprendre ce qui se passe, en particulier pour les particuliers, donc avec le logement refuge et l'investissement dans la pierre. Ça a été une réalité liée à la Covid-19. La multirésidentialité qui se pose, et puis les stratégies de rentabilité touristique avec l'explosion notamment du Airbnb dans ce contexte-là. Voilà.
Là, vous coupez l'herbe sous le pied d'éventuels élus qui seraient tentés d'invoquer cet exode urbain pour justifier des constructions nouvelles. Lucas pourra réintervenir parce que je l'ai vu noter plein de choses dans la perspective sans doute de sa convention pour faire remonter des éléments d'information. Mais auparavant, Isabelle Bonon-Join, dans quelle mesure justement, ce double diagnostic et sur les malentendus autour du périurbain et puis sur l'exode urbain et comment est à prendre en compte par les EPL et notamment les établissements publics d'aménagement pour justement ajuster leurs actions respectives. Les entreprises publiques locales. Les entreprises. Parce que les établissements publics d'aménagement, c'est les outils de l'État, par opposition aux entreprises publiques locales. Autant pour moi, les entreprises publiques locales. Peut-être avant de saluer la qualité des interventions des intervenants à cette table ronde, saluer la qualité des travaux d'Intercommunalité de France. Et on a eu l'occasion en juin dernier de faire une initiative ensemble sur justement comment les intercommunalités s'appuyaient d'ores et déjà aujourd'hui sur les outils de l'économie mixte. Donc c'est une initiative de 2 heures avec différentes thématiques adressées, dont la question de la réindustrialisation et de l'attractivité des territoires. Donc si vous le souhaitez, on peut vous joindre le lien vers le replay. Et, ça peut nourrir la réflexion. Salut la profondeur des réflexions du PUCA, mes respects. Et peut-être dire que on est partenaire avec vous d'une démarche de travaux de recherche justement sur l'aménagement 4.0. On l'a dit, l'aménagement évolue. Et donc, du coup, la manière dont on appréhende l'aménagement et ses modalités d'intervention, c'est une interrogation qu'on doit partager à plusieurs. Et merci au PUCA d'avoir pris l'initiative de ces travaux de recherche auxquels nous avons choisi de participer. Et enfin, pour répondre à cette question du périurbain, alors je partage comme vous le fait que ce n'est pas des sous-territoires. Ce serait trop facile de croire qu'il y a des territoires nobles et puis des sous-lieux. En tous les cas, c'est loin de la vision que nous, on porte à la Banque des territoires, où un de nos objectifs, c'est de lutter contre les fractures territoriales. Et donc, il n'y a pas des territoires qui sont mieux que les autres, en tous les cas. Ça ne se pose pas dans ces termes-là. Chacun a leurs problématiques. C'est le cas du périurbain comme de l'hypercentre-ville, comme les problématiques des territoires plus ruraux, les problématiques de territoires en montagne, dans le littoral, qui sont à chaque fois spécifiques. On n'a pas parlé des Outre-mer, mais c'est un enjeu qui est aussi prégnant. Et on doit avoir, du coup, et décliner la thématique qui nous anime aujourd'hui sur l'ensemble de ces territoires et à chaque fois pouvoir être en capacité d'accompagner des stratégies qui sont propres à chacun de ces territoires. Il n'y a pas de réponse nationale, il y a à chaque fois, on part d'un projet local de réalité dans les territoires pour pouvoir développer des stratégies et forcément les outils que sont les EPL, si c'est le choix des collectivités, permettront d'apporter des réponses opérationnelles sur ces territoires-là. Mais ça part toujours d'une volonté politique et donc derrière de la mise en place d'une stratégie portée par les collectivités locales sur comment ils se saisissent de ces problématiques. Et peut-être une dernière petite réflexion, quand on parle d'artificialisation de sobriété foncière, on l'a vu, c'était le sens des témoignages précédents. On n'est pas forcément dans une logique défensive. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que ça nous oblige à être dans une stratégie plus offensive, d'anticipation. Et je voulais juste vous citer l'exemple de ce qu'on est en train de réfléchir avec le Conseil régional Occitanie et son EPL d'aménagement, la RAC, où on est en train de réfléchir pour comment structurer une filiale qui viendrait jouer le rôle d'un outil de compensation et de biodiversité à l'échelle du territoire. Et je pense que là aussi, l'économie mixte permet d'innover et permet de trouver des solutions
Alors, il faut trouver la bonne échelle pertinente, il faut trouver derrière, réfléchir ensemble sur le modèle économique. Donc ça se nourrit, mais j'espère bien qu'on ira au bout de cette réflexion et que ça serve de démonstrateur derrière pour qu'on puisse répliquer sur d'autres territoires cette expérience, parce que d'avoir un outil de compensation à une échelle territoriale, ça permet aussi d'apporter des éléments de réponse à des impératifs de construction, parce que tout ne sera pas que réhabilitation, construire la ville sur la ville. Et donc, du coup, ces enjeux de compensation, il faut aussi pouvoir s'en saisir et être force de proposition. Et manière de rappeler que dans ZAN, il y a le N pour net, donc la possibilité de renaturer. Voilà. Sauf si Lucas Chevrier souhaite ajouter quelque chose, réagir. On prend ensuite les questions de la salle. On vous écoute, Lucas. Oui. Non, je pensais à une dernière idée qui était que, de toute manière, le périurbain qui existe, enfin, il existe, c'est une donnée maintenant. Donc l'idée n'est pas tant de se positionner pour ou contre. De toute manière, dans le cadre du ZAN, il va être amené à être limité. La vraie question, en revanche, c'est comment on le rend vivable et comment on le rend, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, sur accessible au final. Puisque voilà, les problèmes de cadres qui vont télétravailler dans les Pyrénées, etc., c'est l'éviction des personnes qui ne peuvent plus y vivre, etc. Donc je pense qu'à l'heure justement où on parle de sobriété foncière, c'est justement une occasion peut-être justement de changer de modèle et se dire, à partir de l'existant, comment on essaye de faire mieux, en fait. Que ce soit, on parlait d'accueil des entreprises, on ne pourra plus étendre les aides à eux, il faut faire mieux avec l'existant. Donc on parle de mutualisation de services, de restauration, de garde d'enfants, etc., etc. Le problème pour le périurbain est pas exactement le même, c'est un peu tiré par les cheveux, mais au final, le périurbain, le vrai problème, c'est le périurbain qui est vieillissant, qui n'a pas de service, qui n'a pas de mobilité partagée, qui, au niveau de l'impact carbone, est construit de façon à avoir un impact énergétique très, 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 très mauvais. Et donc là, on retombe sur comment l'améliorer. Eh bien, c'est au travers, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de collectivités qui s'outillent, qui se mobilisent avec la Banque des Territoires pour développer une stratégie de réhabilitation du bâti, pour optimiser les mobilités à l'échelle de leur territoire. Et là-dessus, on peut avoir, je pense, là-dessus, il y a de la marge, en fait. Là-dessus, on est encore très, je pense, on est qu'au début, en fait, de ça. Et pour finir typiquement sur l'accueil d'entreprise, les schémas d'accueil d'entreprise, ça fait 40 ans qu'en Allemagne ou en Angleterre, on se pose l'accueil d'entreprise et la propriété publique du foncier pour permettre justement un développement à terme des entreprises sur le territoire. C'est un cas typique d'offre de service qui allait très très en amont, enfin très 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 loin, puisqu'on vend au final le foncier économique comme une partie intégrante d'une offre de service dans le territoire. C'est le cas, par exemple, là je prends l'exemple d'une entreprise. Mais nous, en France, on s'est très peu posé cette question. Au final, on s'est très peu posé l'offre de service, l'accompagnement pour le conjoint, l'accompagnement pour la garde d'enfants, qu'importe, que peut apporter une collectivité à la personne qui arrive sur le territoire. Parce qu'on n'avait pas forcément les moyens, tout simplement. La décentralisation n'était pas encore là. Et voilà. Peut-être, j'espère que c'est polémique, comme ça créera des réactions virulentes. On va le voir. Juste à ce stade, j'ai presque envie de synthétiser ma perception des choses forcément biaisées. J'ai envie de croire avoir entendu dans ce que vous avez dit sur le périurbain que oui, c'est sans doute parmi tous les types de territoires ceux qui sont les plus soumis au risque d'artificialisation, mais en même temps d'invention de réponses, voire même de redéfinition de cette notion même d'artificialisation, puisque au fond des surfaces qu'on pourrait penser artificialisées ne le sont pas autant dans d'autres contextes. Voilà, c'est à ce stade. Alors, est-ce que les propos de Lucas ont été polémiques? Oui, monsieur, qui tend carrément le poing, mais c'est juste pour exiger le micro. Et qui s'est confortablement installé, mais qui a survécu à la tentation de la sieste, pardon. C'était le moment de la sieste. En fait, j'aimerais maintenant revenir sur ce qui m'avait fait espérer, dès l'introduction, aborder un sujet qui, à mes yeux, est important. C'est qu'il a été dit au départ que cette équation à multiples variables ne pouvait être résolue que grâce à l'intelligence collective.
Et puis ensuite, au fur et à mesure des discussions, on a parlé d'acceptabilité. Bon, c'était un glissement sémantique qui montre quand même que on a oublié un sujet, donc j'aimerais le remettre sur la table, et notamment donc revenir sur la phase d'avant-projet de ces opérations ou de ces projets territoriaux, qui consiste d'abord à poser un diagnostic stratégique, à faire une pré-programmation de l'opération d'aménagement, par exemple. Il est dit quelque part, hein, il y a un organisme qui s'appelle un organisme interministériel dédié à la qualité des ouvrages publics, qui définit un peu cette phase d'avant-projet sommaire et de diagnostic stratégique, et qui préconise que c'est la phase peut-être privilégiée pour soumettre cette phase de diagnostic stratégique, de pré-programmation à l'ensemble des parties prenantes. Mais je crois que, en fait, c'est quelque chose qui est soit oublié, soit mis sous le tapis, je ne sais pas, parce qu'on parle de solutions et on parle d'élus, d'experts qui préconisent et qui ensuite vont peut-être chercher l'acceptabilité des parties prenantes, alors qu'en fait, que tout est joué une fois qu'on est arrivé au bout du projet. Si, et c'est là où je voudrais souligner, si on inverse les choses, si on soumet à la concertation les phases de diagnostic et de pré-programmation des opérations d'aménagement ou de tout projet territorial, on aura peut-être alors cette facilité à avoir un consensus. Mais encore faut-il mettre les choses au bon endroit. Commencer par le début. Avant de vous laisser réagir, je précise à l'intention de celles et de ceux qui nous auront rejoints que vous êtes donc représentant d'un bureau d'études. Je dirige un bureau d'études voilà. sur ces questions depuis maintenant quelques temps. Et j'aimerais mettre un petit peu au goût du jour le bon sens. Jean-Baptiste ? Je me risque à amener des éléments de réponse, mais vous avez raison sur un aspect. C'est en France, le rôle de la programmation, il est central dans les phases amont et préopérationnelles des projets. L'institution que vous évoquiez, c'était la MIC, la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. Et dans ce contexte-là, il pointe véritablement le rôle des phases de programmation, de pré-programme et de ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. Ce qui, à mon sens, en revanche, n'existe pas en France et qui serait intéressant par rapport à la question que vous pointez, c'est la question des études d'opportunité. Et c'est quelque chose qu'on trouve assez fréquemment à l'étranger, hein, notamment dans les projets liés au territoire ou projets d'aménagement. Et ces études d'opportunité, elles seraient extrêmement clés pour permettre des définitions de partenariats solidaires entre plusieurs parties prenantes, permettre de développer aussi une vision associée à ces territoires. Et ça, c'est effectivement une étape qui est aujourd'hui pas forcément installée, institutionnalisée, ou que, en tout cas, la loi MOP, loi de maîtrise d'ouvrage public, n'avait pas installée en France. Isabelle ? Merci. Moi, je trouve que la question elle est extrêmement intéressante. J'ai parlé tout à l'heure d'acceptabilité, mais je pense que j'ai aussi parlé de co-construction. Donc, ça renvoie effectivement bien en amont, avant même l'avant-projet sommaire, hein, puisqu'on est bien là, et je rejoins sur la question de l'opportunité même. Quand on parle d'aménagement, c'est avant même de lancer l'opération qui permettra d'avoir un opérateur et derrière de rentrer dans les phases d'avancement des études préopérationnelles et opérationnelles. Donc pour moi, on est bien en amont. Après, donc moi, je suis convaincue que l'intelligence collective, elle doit être au centre de la manière dont on construit les territoires. Et donc, mais une fois qu'on a dit ça, quand on échange avec, en l'occurrence, les opérateurs et notamment les EPL d'aménagement, cet exercice c'est pas juste de la concertation, c'est du travail ensemble. Il est extrêmement compliqué. Il peut être assez facilement détourné aussi. Moi, je pense particulièrement au directeur de la Fabrique des quartiers qui est dans la métropole de Bordeaux, qui me disait que systématiquement, ces réunions publiques étaient déroutées par des associations qui étaient forcément contre. Et donc, quand on a dans une assistance une opposition de principe frontal, eh ben, on n'est pas dans la co-construction. Donc, cet exercice, il est extrêmement délicat.
je pense que les collectivités sont persuadées que c'est au cœur des enjeux, mais pour autant, je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre pour avancer ensemble. C'est-à-dire qu'il faut être plusieurs pour construire. Donc c'est un vrai enjeu, je partage. François Serve est dans mon collimateur, ou dans mon champ de vision plutôt, et je ne sais pas comment interpréter la mine qu'il fait depuis comment la concertation. Alors, le micro. Il y a un premier paramètre qui est le paramètre du temps. Moi, l'an dernier, on m'a demandé de travailler sur le projet de territoire de l'agglomération, mais ce projet de territoire devait servir de socle au contrat de relance transition écologique de l'État, et on avait 6 mois pour le faire. En 6 mois, on ne fait pas de concertation. Donc ça, le fait qu'on travaille toujours sous une espèce de tempo, on a l'impression de faire du bebop à 300 à la noire, c'est un peu compliqué. Ensuite, il y a aussi la question de la maturité du public. Et moi, forcément, en tant qu'urbaniste, je fais des réunions de concertation publique. Et c'est toujours un moment très compliqué, avec des prises à partie individuelles, des choses de ce type-là. Donc voilà, il y a toute une culture à mettre en œuvre. Alors là-dessus, on peut aller voir au Québec, il y a l'Office de public de consultation de Montréal qui a un... Moi, comme j'y allais au cinéma, j'allais regarder ça en me disant « Waouh, c'est incroyable ». Mais on n'a pas cette culture-là encore sur notre territoire. En tout cas, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Il faut le structurer, je pense. Au-delà de la je vous donne la parole. Juste, je termine ceci. C'est qu'au-delà peut-être de la concertation, et on revient sur une réflexion qu'on a eue, je crois, ce matin également, c'est que comment mettre ces enjeux extrêmement technique, vous êtes très clair, mais on voit qu'on aborde très vite des considérations techniques, réglementaires, etc., qui peut échapper à la compréhension du commun des mortels. Donc comment mettre à l'agenda cette question de l'artificialisation d'un débat plus large que celui au-delà des experts? Il me semble que c'est une autre manière de poser la question qu'en termes de concertation. Oui, mais en remettant le sens de ce qu'on fait au centre du jeu, quoi. La réponse, c'est pas ce sera une réponse technique, mais ce qui va rassembler, c'est le sens de ce qu'on construit ensemble. Donc, le projet, au fond. Ghislain. Oui, j'ai pas bien compris pendant le débat tout ce qui a été dit autour des aspects de périurbanisation. C'est moins, que ce soit hétérogène, ça on le sait. Il n'y a pas personne qui dit que c'est ni bien ni mal. C'est simplement comment on le met en œuvre. Par contre, il y a un élément clé de différence entre le périurbain et d'autres échelles, c'est que on a pu analyser dans le temps un peu comment évoluaient les documents d'urbanisme sur longue période. Et on voit très bien que quand la ville grossit, à un moment donné, elle arrive à sanctuariser un peu ses espaces naturels, c'est-à-dire à contrôler finalement les zones N qui vont être préservées. Par contre, les espaces agricoles, il y a un moment donné où, en fonction de la taille de la commune, ça chute. Alors, c'est des données qui sont sur les 20 dernières années, mais on n'a pas d'outils pour protéger correctement les zones agricoles. Et là, quelque part, même avec des aspects de ZAN, on va buter à un moment donné sur des effets de sanctuarisation des espaces agricoles dans le périurbain, mais de façon importante, quoi. Des données sur 20 ans, mais que vous observez au prisme d'Urbain Simul, j'imagine. Oui, oui. Écoutez, sauf s'il y a une autre question, interrogation. De toute façon, il y aura une dernière séquence d'échange avec vous. Au préalable, comment nous entendrons notre grand témoin. Non sans vous remercier tous les trois pour vos éclairages. Merci et vos témoignages qui illustrent un réel engagement sur ces questions ô combien problématiques et importantes. Merci.